Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au deuxième webinaire de la semaine ramadanesque du coaching, une initiative que nous organisons annuellement à Horizon RH pour profiter de la zénitude de ce mois sacré de Ramadan. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en tant que modératrice pour cette session consacrée à un voyage intérieur vers la quête de la paix mentale. Alors, je vous rappelle que cette semaine, qui en est à sa cinquième édition, a pour objectif de créer un espace d'échange, de réflexion et d'inspiration pour nous soutenir mutuellement et cultiver ensemble un état d'esprit de croissance et aussi de bienveillance. Pour nous guider aujourd'hui, j'ai tout le plaisir d'accueillir Madame Fatima Zahra Ouamoud, psychologue clinicienne et psychothérapeute, fondatrice du centre Psychosphère, conférencière et créatrice de contenu. Bienvenue Fatima Zahra et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à toi, Aïcha. Bonjour à tout le monde et merci d'être présent pour ce webinaire. Merci à vous Fatima Zahra. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'autonomie psychique et régulation émotionnelle, des bases essentielles de la santé mentale. Personnellement, ce sujet me paraît particulièrement pertinent, notamment dans un contexte où dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à des situations stressantes, à des émotions, je dirais, difficiles à gérer, aussi à des choix qui nous demandent de rester maîtres de nous-mêmes. Donc, Fatima Zahra, pour commencer, j'aimerais déjà vous laisser le soin pour introduire le sujet à votre façon. Très bien, merci beaucoup, Aïcha. Avec Euh, je voudrais par la même occasion remercier Horizon RH pour l'invitation à participer à cette série de webinaires ramadanesques qui traite de sujets très intéressants et différents. Euh, donc, de par mon travail, j'accompagne depuis plusieurs années des personnes sur les questions de la régulation émotionnelle, du stress et notamment du développement personnel. Et c'est un vrai plaisir de partager avec vous un peu de tout ça aujourd'hui. Euh, je voudrais d'abord commencer par une question. Combien de fois vous est-il arrivé de réagir à chaud, de dire ou faire quelque chose que vous avez regretté par la suite? Comme si vous n'aviez pas eu le choix, comme si l'émotion avait complètement pris les commandes à votre place. Je voudrais dire aussi que c'est une expérience qui est universelle et qui touche au cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire notre capacité à être autonome psychiquement, à penser et agir par nous-mêmes. Et cette capacité est directement liée à notre manière de vivre nos émotions. C'est-à-dire que quand une émotion forte nous submerge, c'est elle qui pilote. Généralement, c'est ce qu'on remarque. ouais. Donc, nous perdons en quelque sorte notre liberté intérieure. Je voudrais juste revenir à ce qu'avait dit le psychiatre Viktor Frankl, qui est fondateur de la logothérapie, et qui avait écrit, qui me semble très intéressant, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Donc, je trouve franchement que ça résume un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que Franck l'a observé que même dans les conditions les plus extrêmes, l'homme peut conserver une parcelle de liberté, qui est celle de choisir l'attitude qu'il adopte face à ce qu'il subit. Et c'est précisément cet espace qui est parfois très très infime que nous allons essayer d'apprendre à élargir et à habiter. Ok. Donc, avant d'aller plus loin peut-être Aïcha, j'aimerais bien que ce soit un petit peu interactif. Donc, je vais juste poser une question aux personnes ici présentes avec nous aujourd'hui. Donc, si je vous demandais d'évaluer votre sentiment de liberté intérieure aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, quel est le chiffre qui vous viendrait spontanément? Où 0 signifie je me sens complètement prisonnier de mes émotions et des circonstances, et 10 signifie je me sens pleinement capable de choisir mes réponses, quelles que soient les circonstances.
Donc peut-être que vous pouvez partager ça dans le chat. Je ne sais pas s'il est ouvert, Oui, justement. oui, oui, effectivement, il est ouvert. Vous pouvez partager vos réponses. Voilà, on voit déjà une personne qui a commencé. 7, très bien. Peut-être. Très bien, ok. Mhm. OK. Donc vraiment spontanément, hein, à combien vous évaluez cette liberté? Voilà, on a 7, 8, 5. Très bien, voilà. Donc je vois justement que c'est très variable et Oui, c'est tout à fait normal. Parce que cette liberté intérieure c'est pas un état fixe, c'est pas quelque chose qui ne change pas. C'est justement quelque chose qui fluctue selon les moments, les événements, notre état de fatigue, notre histoire, etc. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de savoir qu'on peut l'entraîner comme on entraîne un muscle. Et je voudrais juste revenir pour un instant au philosophe Spinoza qui avait dit que euh, nos émotions ou alors nos affects, comme il l'appelle, influencent constamment notre capacité à être libre. Mais pour lui, la liberté ne consiste pas à supprimer les affects, mais à les comprendre, pour qu'ils cessent d'être justement des passions subies et qu'ils deviennent des actions qu'on va vraiment choisir. Donc, pour résumer un petit peu, l'objectif de cette intervention, c'est pas de devenir des robots sans émotion, c'est complètement impossible et c'est pas souhaitable du tout. Donc, il s'agit de devenir des partenaires de nos émotions pour qu'elles deviennent justement des alliés. OK. Vous parlez de liberté, Fatima Zahra, mais si je reviens à l'intitulé du webinaire, on Oui, parle aussi d'autonomie psychologique. tout à Qu'est-ce fait. qu'on entend par autonomie psychologique? Alors, c'est une excellente question parce que c'est une expression justement qu'on entend beaucoup, mais qui mérite, à mon sens, d'être clarifiée. Je dirais que l'autonomie psychique, c'est d'abord la capacité à penser par soi-même. C'est ce que Kant, le philosophe, avait appelé le sapere aude, c'est-à-dire oser penser par nous-mêmes, par toi-même. Oui. Parce que pour lui, sortir de la minorité, c'est cesser de se laisser guider par l'autorité extérieure sans exercer notre propre jugement. Mais l'autonomie psychique va plus loin que la seule pensée. C'est aussi la capacité à agir par soi, sans être constamment sous l'impact du regard des autres, ce qu'on appelle la pression sociale normative, sous l'impact des conditionnements, toutes nos habitudes, les croyances limitantes, notre éducation, sous Hmm. l'impact des injonctions intériorisées, c'est-à-dire il faut, je devrais faire ceci et cela. Et je voudrais juste citer les travaux du psychanalyste Christophe Dejour qui sont assez intéressantes, qui montrent comment la quête de reconnaissance peut aliéner notre capacité à décider par nous-mêmes. Mhm. C'est-à-dire que quand nous agissons uniquement pour obtenir l'approbation des autres, nous ne sommes plus tout à fait libres. Pardon. On peut même pas boire. Or, nos émotions sont souvent le vecteur par lequel ces influences extérieures prennent le pouvoir. Par exemple, la peur du jugement nous fait taire, alors qu'on aimerait bien parler. La colère qu'on va retenir par peur de déplaire va nous ranger de l'intérieur. Mais je voudrais juste dire attention de ne pas confondre autonomie, justement, avec l'indépendance absolue. Parce que être autonome ne signifie pas être seul ou se suffire à soi ou Hmm. n'avoir besoin de personne. Ce serait vraiment une vision très individualiste et d'ailleurs, c'est impossible psychologiquement Hmm. aussi. D'accord. Alors, je vous ai entendu parler, je crois, dans une de vos conférences sur la dépendance. Vous avez parlé de impossible qu'on soit à 100% autonome. Mhm. Vous avez parlé de dépendance subie et interdépendance choisie. Tout à Donc, fait. je crois que c'est complémentaire à ce que vous venez de dire. Bon, si vous pouvez Exactement. donner plus d'explications sur les deux notions et sur la manière dont ces dynamiques se manifestent dans nos vies, ça serait super. Tout à fait, ce sont des notions justement très intéressantes et importantes quand on parle de la psyché humaine. Mhm. D'ailleurs, je vais commencer par ce qu'avait introduit le psychologue Bowlby, qui est le père de la théorie de l'attachement, parce que là, on est en train de parler justement de l'attachement.
qui Mhm. avait montré que l'être humain a fondamentalement besoin de relations qui sont sécurisantes pour pouvoir se développer. C'est-à-dire que l'autonomie ne naît pas d'une absence de lien, mais d'une qualité des liens qu'on a avec les autres. Ok. C'est ce qu'on appelle aussi la base de sécurité. C'est-à-dire que plus je vais me sentir en sécurité dans mes relations, plus je peux explorer le monde par moi-même. C'est ce que vit justement un enfant, par exemple. Et c'est ce qui suit dans notre vie. Donc, on peut dire qu'on peut distinguer trois états. Il y a la Mhm. dépendance, c'est-à-dire j'ai besoin de l'autre pour exister, pour penser, pour décider, c'est la position de l'enfant. Il y a la contre-dépendance, c'est-à-dire que je rejette toute aide, je veux tout faire tout seul par peur d'être envahi, justement, et c'est une fausse indépendance. Ok. Et puis, il y a le concept de l'interdépendance choisie, c'est-à-dire que je sais que j'ai besoin des autres, mais je choisis mes relations. Mhm. Je sais demander de l'aide sans me perdre et sans être seule, justement, sans me sentir abandonnée. Voilà. Donc, Ok. Winnicott disait, la maturité, c'est la capacité d'être seul en présence des autres. Et je trouve que c'est une belle définition parce que ça définit l'autonomie relationnelle, justement. Donc, je peux être moi-même, même quand l'autre est là, sans me fondre en lui, sans que je m'en sépare aussi brutalement, sans être dans les extrêmes. Ok. Donc, l'autonomie, en gros, c'est pas un état qui est acquis une fois pour toutes. C'est vraiment quelque chose. euh, On peut être autonome, par exemple, dans notre vie professionnelle, être dépendant dans notre vie affective ou dans notre vie personnelle. Euh, Nous pouvons perdre notre autonomie temporairement sous l'effet, par exemple, du stress ou de la fatigue ou d'un événement traumatique. Donc, je vous invite à penser à l'autonomie comme un muscle. C'est-à-dire que certains jours, le muscle il est tonique et vous sentez que vous pouvez choisir vos réponses. Et puis, il y a d'autres jours où on est fatigué, où vous tombez plus facilement dans de vieux réflexes ou là, de vieux schémas. Donc, l'important, c'est pas d'être parfaitement autonome tout le temps, Mhm. parce que personne n'est comme ça, personne ne l'est, mais de savoir que ce muscle peut être justement entraîné. D'accord. Donc, ça peut être renforcé qu'à travers l'interdépendance choisie, si Tout j'ai à bien fait, compris. tout à fait, exactement. D'accord, très bien. Alors, Fatima Zahra, quel est le lien des émotions avec tout ça, notamment avec l'autonomie psychique et la santé mentale? Excuse-moi, pardon Aïcha, j'ai pas entendu. Oui, Fatima Zahra, ma question était, c'est quoi le lien que vous voyez entre les émotions, parce qu'on Oui, parle de oui. régulation émotionnelle, Mhm. l'autonomie psychique et la santé mentale éventuellement? Euh, alors, je vais revenir peut-être au lien concret justement avec les émotions, parce que c'est Mhm. quelque chose de central. Et on peut se demander pourquoi est-ce que c'est difficile d'être autonome quand on a, par exemple, une émotion qui est forte, qui nous submerge, parce que c'est ça ce qui semble être difficile dans tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. Oui. Euh, il faut savoir qu'une émotion qui est intense, elle est surtout soudaine. C'est quelque chose qui va activer ce qu'on appelle en neurosciences le cerveau reptilien ou le système limbique et plus spécifiquement l'amygdale. Le cerveau diana, je vais Mhm. parler surtout de deux zones. Il y a l'amygdale qui est responsable de tout ce qui est émotionnel, à travers tout ce que mes sens vont collecter justement, ce que je vais entendre, ce que je vais peut-être voir, etc. Donc, il y aura une émotion ressentie. C'est un message qui va passer à travers mon amygdale. Et Ok. puis, il y a aussi le cortex préfrontal. Euh, donc, justement, le système limbique, c'est le circuit de la survie, Mhm. mais qui va court-circuiter le cortex préfrontal. Le cortex, pardon, préfrontal, كاين هنايا القدام, c'est la partie la plus évoluée du cerveau, c'est celle qui va nous permettre de réfléchir, de planifier, d'être concentré, de faire des choix aussi. Et tout ça, ça se passe vraiment en quelques millisecondes. Donc, il faut savoir que l'amygdale réagit beaucoup plus rapidement que le cortex préfrontal. Et du coup,
généralement, on passe en mode réaction, en mode réponse, sans prendre le temps de réfléchir à cette réaction, comment est-ce qu'elle va être. Donc, les émotions ne sont pas des perturbations, c'est pas ce que j'essaie d'expliquer, qu'il Mhm, faudrait éliminer, par exemple, mais ce sont surtout des signaux corporels qu'on va ressentir dans le corps qui sont indispensables à cette prise de décision. Donc, mhm. le problème, c'est pas d'avoir des émotions, c'est d'être submergé par les émotions au point de ne plus penser, de plus réfléchir. Euh, et donc, on va voir concrètement comment est-ce qu'on peut élargir cet espace dont a parlé Franck, dont j'ai parlé au début, et comment passer d'une réaction qui est impulsive, une réaction due à ces émotions, à une réponse qui va être plus choisie. Ok. Justement, surtout avec, vous avez parlé d'émotions débordantes, surtout avec le stress et le cumul des situations au quotidien. Je trouve que la capacité déjà d'identifier et puis de réguler, pour reprendre le thème du webinaire, devient parfois difficile. Donc, Hmm, je crois exactement. qu'il n'est pas toujours évident d'avoir avec le recul nécessaire ou la maturité pour traiter l'émotion sur le moment afin qu'elle ne déborde pas ensuite. Donc, Voilà, dans ce exactement. contexte, sur quoi on peut s'appuyer concrètement pour Hmm. mieux réguler ou gérer ses émotions, Fatima Zahra. Très bien. Voilà, c'est vraiment ça la difficulté, Aïcha. Et du coup, nous allons explorer quatre étapes qui vont Ok. structurer plus cette régulation émotionnelle, que j'ai appelé des piliers parce que ce sont des fondations sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, quelle que soit l'émotion qu'on va rencontrer. Super. Ces quatre piliers essentiels sont d'abord identifier, Mhm. accueillir, comprendre et puis de choisir. Donc, c'est pas, je ne vais pas donner une recette qui est linéaire ou quelque chose de rigide, parce que parfois nous passerons d'un pilier à l'autre très rapidement, parfois nous allons rester plus longtemps dans l'un de ces piliers. L'important, c'est d'avoir cette boussole en fait en tête. C'est ça ce que je vais essayer d'introduire. Ok. Donc, la première difficulté que je rencontre déjà avec les gens que j'accompagne, c'est le manque de vocabulaire émotionnel. On ne peut pas avancer si on n'a pas assez de vocabulaire émotionnel. Oui. Donc, souvent, quand je demande aux gens, qu'est-ce que vous avez ressenti, ils me disent, je suis stressée, je ne suis pas bien, je vais Mhm. mal. Donc, ce sont des termes qui sont assez flous et ce sont un peu des fourre-tout qui nous permettent pas de distinguer ce qui se joue vraiment derrière. Euh, il y a le psychologue Paul Ekman, qui est pionnier justement dans l'étude des émotions, qui avait identifié 6 émotions de base universelles. Je pense que tout le monde connaît. Il y a la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Et puis, d'autres chercheurs ont ajouté des émotions plus complexes, comme la honte, d'ailleurs, qui fait partie des émotions les plus difficiles euh, à sentir, à constater peut-être, la culpabilité aussi et la fierté. Oui. Donc, pour moi, avoir ces mots en tête, c'est déjà vraiment un premier outil. Ça nous permet déjà de mettre un mot qui va donner du sens à ce qu'on est en train de ressentir. Et Oui. puis, il y a les neurosciences qui viennent vraiment nous apprendre que le fait de juste nommer l'émotion active le cortex préfrontal. Et ça va du coup diminuer l'activité de l'amygdale, cette petite structure dont j'ai parlé, qui déclenche le signal d'alarme. Et c'est ce qu'on appelle le labeling effect, c'est-à-dire qu'en Mhm. nommant, on commence déjà à réguler. Donc, juste le fait de nommer l'émotion qu'on a ressentie. D'accord. Euh, Imaginons par exemple qu'on ressent une boule dans le ventre avant une réunion importante. Si vous êtes en train de vous dire je suis stressé, vous restez justement dans la vague. Mais si vous creusez un petit peu, vous pourriez par exemple découvrir que c'est de la peur. La peur Mhm. d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, ou peut-être c'est de l'excitation qui a des manifestations physiques aussi proches que la peur. Donc le mot qu'on va choisir va orienter déjà la suite de ce qui va se passer. Donc là tout de suite, pour mettre en pratique tout ça, pourquoi pas, je vous invite à prendre juste quelques secondes et essayez de voir quelle émotion précise ressentez-vous là tout de suite maintenant. Donc essayez vraiment d'aller au-delà de ça va, je vais bien, ou là tranquille, il n'y a rien du tout. Essayez de creuser un petit peu.
plus loin. Peut-être que vous vous sentez impatient, curieux, serein, ou au contraire anxieux, fatigué, ou peut-être même lassé, agacé, ou distrait. Donc, essayez juste de déposer un mot, si vous pouvez, dans le chat, pourquoi pas, si vous le souhaitez. Voilà, nous Donc, avons des réponses. hein, Euh, Tu très arrives à les bien. voir, Fatima Non, Zahra? non, moi, j'arrive pas à voir les réponses, justement. Ah, ok. Message direct. Vous pouvez envoyer directement sur le chat de groupe, s'il vous plaît. Mhm. Alors, je partage avec vous, alors anxieuse, Voilà, agacée, triste, dispersée. Voilà, ils ont fait le travail. voilà. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, Sereine. bravo, vous venez de faire le premier pas, identifier. Voilà, on est en train de mettre en pratique un petit peu tout ça pour que ça reste pas juste flou. Et du coup, une fois l'émotion identifiée, notre premier réflexe, souvent, c'est de juger. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Voilà. Je dois pas sentir ça, c'est ridicule de se Ah oui. sentir comme ça. À mon âge, je devrais dépasser ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la métalémotion, c'est-à-dire qu'il y a une émotion qui va venir se poser sur une autre émotion. Et c'est souvent ça qui va faire plus de dégâts et justement avoir un comportement qui va être finalement inadapté. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Et quand je dis identifier, accueillir, donc on laisse l'émotion prendre place, ça signifie pas aimer l'émotion ou la s'y complaire. Il y a certaines émotions qu'on n'aime pas. Ça signifie juste de reconnaître la présence sans chercher immédiatement à supprimer de l'émotion ou à la fuir ou à la contrôler. C'est juste en fait de dire oui intérieurement à ce qui est là, avant même de décider ce que je vais faire de cette émotion. Donc, je voudrais juste revenir à Jean Kabat, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est le pionnier de la réduction du stress basé sur la mindfulness, une discipline que j'affectionne particulièrement, et qui a défini la pleine conscience comme étant la conscience qui émerge lorsqu'on porte notre attention délibérément au moment présent et sans jugement. Donc, je vais souligner le sans jugement, parce que le sans jugement, c'est crucial. Donc, accueillir, c'est observer notre émotion, comme on observerait par exemple un nuage qui va passer dans le ciel. Mhm. Il va passer, il va peut-être changer de forme, et puis il va finir par disparaître, tout simplement. Donc, vous devez savoir que vous êtes le conducteur du bus. Une émotion désagréable va monter par exemple dans le bus. Si vous vous levez, vous allez vous battre avec cette émotion, vous allez lâcher le volant et voilà, ce sont les dégâts. Donc l'autonomie, c'est rester à sa place, reconnaître que ce passager désagréable, il est là dans mon bus et je continue à conduire. Voilà. D'accord. Donc ça, Donc, c'était, excusez-moi, Fatima bien Zahra, sûr, donc la première étape, c'était de mettre un mot sur l'émotion. voilà, Donc, et puis, deuxième, c'est d'accepter. accepter, voilà, tout à OK. fait. Et puis le troisième pilier, c'est de comprendre. Comprendre l'émotion. Voilà, comprendre. Parce que chaque émotion, même l'émotion la plus désagréable qui existe, a une fonction. Elle vient toujours avec un message. On peut supposer que les émotions sont des signaux qui nous informent sur nos besoins, sur euh, ce dont on a besoin au moment même. Et si on apprend à décoder les émotions, elles vont devenir vraiment des alliés. Par exemple, si on prend comme exemple la colère. Elle survient quand on perçoit une injustice, ou là, une transgression, ou là, une limite qui a été franchie. Hmm. Donc, sa fonction, c'est de nous donner de l'énergie pour rétablir un certain équilibre, pour nous défendre, ou là, pour poser une limite. Donc, le besoin sous-jacent de la colère, c'est souvent le respect, la justice, ou là, l'intégrité. هذا l'exemple ديال la colère. La peur, je vais vraiment parler de واحد les émotions primaires اللي كيجيو بزاف. La Mhm. peur, par exemple, va signaler un danger. Donc, elle va activer notre système d'alarme pour nous protéger. Le besoin derrière, c'est justement la sécurité. Même si la peur, parfois, elle peut être proportionnée, parfois, c'est un faux positif aussi, mais elle essaie toujours de nous protéger. La tristesse, par exemple, est toujours liée à une perte. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la tristesse? Elle va essayer de nous ralentir.
pour nous tourner justement vers l'intérieur, pour nous permettre de faire un deuil, de nous recentrer sur ou nous reconnecter à ce qui compte vraiment pour nous. Donc le besoin, c'est souvent le réconfort, la connexion ou la mettre du sens, voilà, sur les choses. Euh, donc voilà, les émotions, c'est quelque chose qui va venir nous dire quelque chose et on devrait être là, essayer de comprendre quel est le message derrière. Euh, je vais donner un exemple. D'abord, je suis en colère parce que euh, une réunion, j'avais besoin d'une considération et que je l'ai pas eue, par exemple. Mhm. Euh, donc, si je formule il m'a fait ça euh, vers l'autre, c'est pas quelque chose de constructif. Ça ne m'aide pas à comprendre ce que je suis en Mhm. train de vivre, voilà ce que je suis en train de ressentir. Alors que si je dis j'avais besoin de ça, je recentre vers l'intérieur, j'essaie de comprendre ce qui se passe en moi. Donc, c'est quelque chose de responsabilisant et d'autonomisant surtout. Je vais me sentir Tout autonome par rapport aux émotions que je ressens. Euh, donc voilà, nous avons identifié, accueilli, compris. Et là, on va être le moment crucial, celui du choix. Comment est-ce que je vais exprimer cette émotion? Quelle sera la réponse? Euh, هنا غنهضروا على l'autonomie psychique qui va vraiment se concrétiser. Mhm. Euh, la réaction اللي كتكون non autonome كتكون impulsive. C'est quelque chose de très impulsif, elle est immédiate, elle est stéréotypée. Donc, elle va reproduire des schémas anciens, des schémas archaïques. Par exemple, face à la colère, je vais crier, ah là, je vais me taire. Face à la peur, je vais fuir, ah là, je vais me figer. Face à la tristesse, je me coupe, ah là, je vais m'effondrer. Donc, la réponse autonome, elle va choisir qu'après un temps d'arrêt, et c'est ce temps d'arrêt qui fait toute la différence. Euh, donc, elle tient compte du contexte, de mes valeurs et de la relation aussi que j'ai. C'est quelque chose de vraiment créatif, d'ajuster. Voilà, c'est vraiment ajuster le comportement, le contexte كله اللي أنا فيه. Mhm. Donc, si on prend par exemple chez Wahed dans une réunion qui va être interrompue par un collègue, une réaction qui va être non autonome pourrait être lui lancer un regard noir, ou la lui faire la tête pendant quelques jours. Donc, je vais être dans le mode passif-agressif. Ou là, essayer de l'humilier aussi dans une réunion pour lui rendre la même chose. Donc, là, on va être sur un ton plutôt agressif. Alors qu'une réponse autonome, ça pourrait être après avoir identifié la colère que je vais ressentir, la comprendre, comprendre le besoin que je devais être respecté, par exemple, je choisis justement délibérément d'aller vers la personne et de lui dire calmement, quand tu m'interromps, je me sens frustrée parce que j'ai besoin de pouvoir finir ma pensée. Est-ce qu'on pourrait trouver, par exemple, un code ou là, quelque chose pour que je puisse terminer justement ce que je suis en train de dire? Mais attention, des fois, la réponse autonome, c'est aussi de choisir de ne rien dire, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que ça va être une réaction vraiment réfléchie, parce que le contexte n'est pas, par exemple, approprié, ou là, parce que je préfère attendre d'être plus calme, parce que la relation ne le permet pas. Donc l'autonomie, c'est pas toujours de tout dire et de tout expliquer. C'est agir vraiment en conscience, pas par réaction. Donc, le choix de la réponse dépend en grande partie de notre interprétation de la situation. Mhm. Euh, et en changeant notre regard, on va changer aussi les possibilités. Voilà, donc nous venons de voir les quatre piliers, justement, identifier, accueillir, comprendre et puis choisir. J'ai ajouté le choisir à la fin. D'accord. Euh, donc tout ça, c'est très beau. Voilà, c'est Effectivement. simple expliquer comme ça. Théoriquement, ça paraît très beau, très simple, Voilà, mais parfait. vraiment, ça prend même pas une seconde. Tout ça, ça se passe rapidement pour prendre ce recul et faire le choix de la réaction. Est-ce qu'il y a, par exemple, des outils concrets, Fatima Zahra, Oui, euh, que vous pouvez partager avec nous pour nous bien sûr. servir au quotidien?
Voilà, donc comme tu l'as bien dit, Aïcha, tout ça c'est joli, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire vraiment dans le pratico-pratique? Du coup, aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer trois gestes simples, faciles à mémoriser, à D'accord. appliquer aussi. C'est vrai que c'est un exercice, محتاجينهم. محتاجينهم. on va même essayer de les appliquer d'abord. Super. Voilà. Euh, et ce sont des choses simples à appliquer même quand l'émotion est intense. C'est ça ce qui est intéressant dans cet outil-là OK. que j'ai appelé les trois R. Mhm. شنو هما هاد les trois R? C'est tout d'abord repérer, respirer et recentrer. Par la suite, je vais prendre le temps d'expliquer chaque chose pourquoi pas essayer justement ces choses-là. Donc, ce sont vraiment OK. des ancrages qui vont nous permettre de créer avec l'espace de liberté dont nous parlons depuis tout à l'heure. Donc, comme je disais, le premier R, c'est repérer. Donc, Mhm. quand il y a une émotion qui est forte qui va survenir, la première tendance, c'est de nous laisser happer par les pensées qui vont accompagner cette émotion. Il m'a manqué de respect, je vais échouer, tout va mal. Donc, Mm. le cerveau, il part vraiment dans tous les sens. Et pour sortir de cette spirale, le plus efficace est de quitter la tête pour aller dans le corps. Je ne vais pas rester dans mon corps, dans ma tête, Ramchil, le corps d'y aller. D'accord. Parce que les émotions, ils ont toujours une traduction corporelle. Par exemple, Mhm. le cas de la colère, soit je vais serrer la mâchoire, je serre les poings. La peur, il y a le nœud à l'estomac. La tristesse, il y a quelque chose qui va peser sur la poitrine. Donc, si on porte attention à ces sensations, euh, on va s'ancrer dans le moment présent et on va s'éloigner du tourbillon mental, justement. Mental. Voilà. Donc, c'est une technique utilisée dans beaucoup d'approches thérapeutiques, notamment dans ce qu'on appelle la thérapie sensorimotrice. Mhm. Donc, on peut l'essayer là tout de suite, pourquoi pas. Donc, je vais vous demander de prendre juste quelques secondes pour OK. fermer les yeux ou pour les garder ouverts, c'est comme vous voulez, chacun dans ce qui lui convient. Et je vais vous demander juste de scanner votre corps sans jugement, juste essayer de voir est-ce qu'il y a une zone de tension, une chaleur, une lourdeur. Ne cherchez rien de particulier, ne cherchez pas à changer les choses. Il suffit juste d'observer tout simplement ce qui se passe dans votre corps. Voilà. Peut-être que vous avez déjà détecté des choses. Et c'est déjà un premier pas vers la régulation émotionnelle. Donc, c'est tout simplement ça, le premier R, repérer. Voilà. Vous pouvez maintenant revenir, ouvrir les yeux, pour qu'on passe au deuxième R, qui est respirer. Respirer, on en parle beaucoup. Euh, donc, une fois qu'on a repéré l'émotion dans le corps, nous pouvons utiliser la respiration comme un levier, justement. Et pourquoi? Parce que la respiration, c'est le seul paramètre physiologique que nous pouvons contrôler, mais volontairement, et qui va avoir une influence directe sur le système nerveux, justement. Euh, il y a eu beaucoup de recherches en neurocardiologie qui ont montré qu'une respiration qui est rythmée, notamment ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, va activer ce qu'on appelle le système parasympathique. C'est le système nerveux qui apaise, qui est là pour apaiser tout le système nerveux. Donc, en quelques respirations, le rythme cardiaque aussi va ralentir, parce que quand on ressent une émotion forte, on remarque justement que notre rythme cardiaque s'est accéléré, du coup la respiration aussi. Donc, justement, cet exercice de cohérence cardiaque va nous permettre de calmer le rythme cardiaque, de le ralentir, et du coup, même la pression sanguine va diminuer, et le cerveau, il reçoit directement un signal de sécurité. OK. Euh, et puis, on passe au troisième R. Parce que je voulais vous proposer d'essayer, mais on va essayer tout ça vers la fin. Voilà, je préfère. OK. Comme ça, Ça marche. on va essayer les trois en même temps. OK. Donc, le troisième R, c'est de recentrer. Donc, après avoir repris pied dans le corps, apaisé le système nerveux, nous pouvons nous tourner vers l'action maintenant, mais pas n'importe quelle action, c'est une action qui va être alignée avec les valeurs et avec ce qui est vraiment important pour nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va nous sortir de l'urgence émotionnelle. On va
se reconnecter avec notre boussole intérieure. C'est ce qui va nous rappeler que nous avons des valeurs, des intentions, qu'on a une direction justement. On va se recentrer sur l'essentiel. Parce que nos choix prennent sens quand ils s'inscrivent dans ce qui compte vraiment pour nous. Recentrer, c'est justement se demander dans quelle direction je veux aller, quel genre de personne je veux être dans cette situation. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va faire une courte pratique de ces 3 R. Ok. Donc je vais vous demander de vous installer confortablement, fermer les yeux ou les laisser ouverts à votre guise. Quand on ferme les yeux, on se concentre mieux. Et là, juste portez attention à votre corps, repérez les sensations présentes, les émotions qui sont peut-être là. Pourquoi pas les nommer? Et si on n'arrive pas à nommer, c'est pas bien grave. On peut juste les repérer dans le corps, repérer leur impact sur notre corps. Et puis, je vous invite à inspirer profondément en comptant jusqu'à 5 et expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 5. Laissez la respiration vous apaiser. On va refaire encore 5 respirations jusqu'à 5 et on expire en comptant jusqu'à 5 et on peut en refaire une troisième. Excellent. Et enfin, demandez-vous, quelle est la chose la plus juste à faire pour moi maintenant, après ce webinaire? Peut-être une intention, une petite action. Posez-la juste dans votre tête. Et vous revenez quand vous êtes prêt. Reprenez contact avec l'espace autour de vous et ouvrez doucement les yeux. Et voilà, bravo. Vous avez maintenant une boussole en 4 piliers, des outils concrets avec les 3 R. Super. C'était très apaisant. Voilà, donc on ressent déjà l'effet alors que c'est juste un petit exercice. Voilà, on voit bien que c'est quelque chose de très facile à mettre en pratique. Oui. Mais l'idée, franchement, c'est pas d'appliquer parfaitement les choses. C'est Mm. juste d'avoir tout ça en tête pour progressivement pouvoir élargir l'espace de liberté dont on a parlé depuis tout à l'heure. Effectivement. Et ça permet d'identifier, comme vous l'avez expliqué bien avant, ça permet d'identifier l'émotion, d'accepter et de comprendre. Et aussi faire le choix à travers une Exactement. technique assez simple. C'est fascinant. Exactement. Mm. Voilà. Très bien, super. Euh, je crois qu'on va ouvrir tout de suite l'échange. Très bien, d'accord. Si vous permettez, Fatima Zahra, je ne sais pas Bien sûr. si vous avez d'autres choses à rajouter ou bien on peut... Je vais juste peut-être synthétiser un petit peu pour garder tout ça en tête. Euh, alors, je voudrais d'abord vous remercier Ok, pour votre présence et votre attention, d'avoir été patient. merci à vous. Donc, nous avons exploré un chemin qui, je l'espère, vous a éclairé un petit peu. Euh, Nous sommes partis d'une idée qui était simple mais puissante, c'est-à-dire entre ce qui nous arrive et notre réponse, il y a un espace. C'est Oui, Viktor Frankl qui en avait parlé. Et dans cet espace réside la liberté. Et plus cet espace est large, plus nous sommes autonomes psychiquement. Donc, nous avons vu cet espace qui se construit en apprivoisant nos émotions, non pas en les mhm, supprimant, parce que c'est impossible, mais en apprenant à les réguler. On a vu ok, les 4 piliers que nous avons détaillés, identifier, accueillir, comprendre, choisir, qui sont comme les marches d'un escalier, qui vont nous permettre de descendre de la réaction impulsive pour remonter vers la réponse qui va être choisie. Et puis mhm, finalement, j'ai proposé les 3 R, repérer dans le corps, respirer pour apaiser et recentrer sur l'essentiel.
Donc, ce sont des gestes simples, accessibles à Oui. tous et qui peuvent vraiment faire une grande différence quand on Mm. est dans le feu de l'action. Pour renforcer justement l'autonomie psychique Tout à fait, ouais. et mieux gérer nos émotions. Merci Exactement. beaucoup, Fatima Zahra, pour votre intervention, pour votre temps, À vous. pour pour vos conseils et surtout pour votre approche assez pratique. Donc, on Merci à va vous. ouvrir tout de suite un temps d'échange avec le public. Alors, vous pouvez partager vos réponses sur le chat ou bien vous pouvez lever la main. Comme ça, je vous donne accès pour activer votre micro. Nous essayerons de répondre autant que possible sur vos questions. Très bien. Alors, il y a une personne qui demande plus d'explications sur le troisième R, Fatima Zahra. Mhm. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, s'il vous plaît? Recentrer. Recentrer, Euh, tout à fait. donc voilà, on avait dit que d'abord on va justement repérer. Ensuite, on va respirer. Et puis, on va tourner vers l'action. Donc, tourner vers l'action suppose se poser la question, comment est-ce que je veux réagir maintenant? Parce que justement, quand je vais prendre le temps de respirer, de apaiser mon système nerveux, là, le Mhm. cortex préfrontal, il est prêt à trouver une réponse adéquate. Donc, quand je dis recentrer, c'est vraiment me centrer sur la situation que je suis en train de vivre, trouver une réponse adéquate. Est-ce que je veux répondre à cette personne? Est-ce que je préfère me taire? Ça mérite pas que je rentre peut-être dans des explications. Est-ce que je veux justement poser certaines limites avec ces gens-là? Donc, quand je dis recentrer, c'est vraiment trouver la réponse adéquate, subjective à chacun de nous et qui correspond au mieux la situation qu'on est en train de vivre. D'accord. Peut-être ça correspond à nos valeurs ou bien Tout nos à fait. objectifs par rapport à la situation. Exactement. En revenant toujours à notre système de valeurs, en Mm. revenant aussi au contexte dans lequel on est et aussi à l'attitude que je veux moi avoir à ce moment-là. Justement. Mm. Parce que, par exemple, dans la même situation, avec la même personne, des jours différents, j'aurai peut-être un comportement différent, mais qui Effectivement, va oui. cette fois-ci, après toutes ces étapes, être choisi. Je vais vraiment le choisir consciemment. Oui. Je, je ne vais plus me laisser porter juste par l'émotion. Ça va être une réponse, juste comme ça, émotionnelle. Cette fois, Mm. ça va être vraiment bien réfléchi, bien recentré, euh, et quelque chose qui me convient vraiment. L'idée, c'est de faire un choix conscient. Tout à fait, oui, voilà. Ok. Alors, je vais demander à Asma de réactiver son micro. Oui. Allô? Oui, 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 Asma. Oui, salam alaikum. Merci pour votre intervention et merci pour cette organisation. C'est vraiment très qualitatif et je suis très friande de ce type d'intervention. Alors du coup, je voulais vous demander, vous avez parlé de choix en fait, de bien choisir avec toutes les étapes. Et en gros, je me suis dit, mais comment on modifie le choix vraiment d'avoir des réponses choisies une fois qu'on a accueilli l'émotion, on a compris sa source, mais que finalement on a compris la source en fait qui sont souvent de mon sens liées à des blessures ou à des traumas en fait qu'on a eu en enfance. Donc du coup ça devient un peu des réflexes, des réponses réflexes ou des réponses automatisées. Mais comment on modifie cet espace, le temps de réponse, comme si en fait le choix, la réponse automatisée arrivait plus vite que la réponse choisie. Je ne sais pas si je suis claire dans c'est très ma. clair. Ouais, voilà. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup déjà pour la question. Alors, là, je ne suis pas en train de parler de réponse, de comprendre en fait ce qu'on est en train de vivre et essayer d'interpréter d'où est-ce que ça vient. Est-ce que ce sont des traumas? Est-ce que ce sont des schémas, etc. Parce que c'est très difficile de le faire seul. Donc, quand je dis comprendre l'émotion, c'est comprendre l'émotion dans le contexte dans lequel je suis, tout simplement.
Pourquoi est-ce que je ressens, par exemple, de la peur, là, tout de suite, face à un supérieur? Voilà, là, tout de suite. Mais vraiment, je vais pas revenir à des schémas peut-être archaïques ou là, quelque chose, des choses que j'ai vécues dans le passé. Il y a déjà ça. Et puis, on a parlé de cet espace qui est vraiment très, 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 très infime, hein. C'est quelque chose de l'ordre de quelques millisecondes qu'on va essayer d'élargir. Comment? C'est en donnant tout le temps, en, en calmant le système nerveux avec la respiration, donner le temps à notre cortex préfrontal. Je ne sais pas si ça a bien été compris ou pas. Donner le temps au cortex préfrontal de réfléchir de manière rationnelle, surtout. Et du coup, quand on réfléchit de manière rationnelle, on adapte justement, on choisit la réponse adaptée juste à la situation qu'on est en train de vivre. Des fois, l'exercice en soi, d'accueillir l'émotion, de faire l'exercice de respiration, juste cet exercice calme le système nerveux et du coup, après, on sent que on n'a plus besoin de faire une réaction. Voilà, on n'a plus besoin de ça. C'est adapté si on l'a choisi sur le coup. Hmm. Mais par exemple, si je prends comme exemple quelqu'un qui va dépasser ses limites, il l'a fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, à un certain moment, je vais devoir peut-être la troisième fois poser la limite, mais la poser calmement, dans un état de conscience. Donc, ça va être dans le comment est-ce que je vais poser cette limite. Je ne sais vraiment pas si c'est clair ce que je suis en train Si, c'est clair, c'est clair. d'expliquer, Enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair. ou bien je Merci. suis en train de me perdre. Super. Non, non, c'est clair pour la personne qui a posé la question. Ok. Merci. C'est bien. Alors, merci pour votre question. Je donne la parole à Madame Halima Marouane. Allô? Oui, le son était désactivé. Moi, je voulais dire que quand on a une émotion, par exemple, comme la colère, notre réponse intuitive est tellement rapide Oui. que c'est après qu'on sait ce qu'était cette émotion et qu'on a une réponse, mais c'est trop tard. Et aussi, comment réagir à une colère qui dure plusieurs jours. Voilà, c'était ma question. Ouais. Alors justement, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est un exercice. C'est-à-dire que je ne peux pas le mettre en pratique maintenant, là, tout de suite, et ça va marcher. Et puis, faut savoir aussi qu'il y a des fois où ça va marcher, il y a d'autres fois où ça va pas marcher. Parce que ça va dépendre de la gravité de la situation qu'on est en train de vivre, de notre état aussi mental peut-être. Est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce qu'il y a une anxiété accumulée? Est-ce que c'est une situation qui se répète très souvent? Donc c'est quelque chose de pesant. Donc ça dépend vraiment de tout ce qui se passe dans le contexte. Et puis, si on porte une colère en nous pendant plusieurs jours, là on est dans un autre registre. Donc là, il faut peut-être vraiment euh, se poser la question, peut-être, pourquoi pas, consulter quelqu'un qui va avoir euh, une vision plutôt extérieure et du coup une vision plus constructive. Il y a peut-être derrière quelque chose à travailler. Parce que Oui, tout à fait. les émotions, normalement, on va dire, je dis pas que c'est pas anormal de la garder plusieurs jours, non, si elle est là, c'est qu'elle est là pour nous dire quelque chose. Mais moi, je parle des émotions qui vont passer. Parce que c'est une émotion qui a une relation avec ce que je suis en train de vivre comme situation là tout de suite. Si une émotion reste avec moi durant plusieurs jours, c'est qu'on est dans d'autres registres. Il y a Hmm. peut-être quelque chose, elle a un lien avec des choses peut-être que je suis en train de porter en moi. Il y a une réelle souffrance. Donc là, il faut peut-être demander de l'aide à quelqu'un et pourquoi pas consulter et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Oui, tout à fait. C'est la réponse que je me donne à moi-même. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Halima, merci à vous. Merci, Lalla. J'ai une question sur le chat, Fatima Zahra. Est-ce qu'une émotion qui n'a pas été bien vécue ou exprimée a tendance à revenir régulièrement? Et comment peut-on s'en libérer? Tout à fait, c'est une très bonne question, pourtant pas une réponse. C'est une réponse en soi, hein. La réponse, elle est là dans la question. Parce que effectivement, quand je ne donne pas le temps euh,
pour comprendre mes émotions, pour essayer de comprendre le sens de cette émotion. Ce qui va arriver par la suite, parce que je l'ai dit, ça s'imprime dans le corps, c'est quelque chose qui va s'exprimer dans le corps. Oui. Et ça peut justement devenir euh, une vraie souffrance. Ça peut devenir des douleurs, peut-être même chroniques. Ça peut se transformer en maladie. Ça peut se transformer en trouble. Et c'est pour ça que c'est très important de s'arrêter, essayer de comprendre ce messager qui vient de temps en temps, qui est l'émotion, et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, comment s'en libérer? Ça dépend de l'impact de ces émotions refoulées sur la personne. Mais généralement, la thérapie, ça reste peut-être une bonne voie pour essayer de se libérer justement de ces émotions refoulées. Mhm. Bien noté. Merci Fatima Zahra. Je veux une Merci. personne qui lève sa main. Le nom n'est pas affiché. Monsieur ou bien madame, vous pouvez poser votre question. Entendu. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, je dis, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Merci, Madame Fatima Zahra. Merci à Horizon RH pour cette belle action. En fait, ma question sur la régulation émotionnelle, c'est d'abord un sujet qui me fascine. C'est un exercice euh, excellent, séculant, très bon. Mais Madame Fatima Zahra, est-ce que c'est souhaitable pour une personne qui est vraiment très intéressée et très intriguée par l'amélioration, on va dire, de sa santé mentale et de la régulation de ses émotions, au préalable, pardon, de faire un travail sur soi, parce que recentrer, quand vous avez dit pour les valeurs, enfin, les conflits que nous allons avoir avec nos valeurs, nos besoins, nos objectifs, est-ce que c'est souhaitable de faire un travail au préalable et de mieux nous connaître grâce à plusieurs outils, entre autres l'énéagramme, Zoom sur mes valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Merci beaucoup pour votre question, qui est très pertinente. Et à Euh, vous, hein, merci beaucoup pour cette merci, générosité. merci à vous. Alors, justement, moi, je ne pourrais que conseiller à tout le monde. Comme on conseille aujourd'hui de faire attention à la vitamine D peut-être et à la prendre si on a une carence, justement, je ne pourrais que conseiller de faire un travail sur Oui. soi, en compagnie de quelqu'un d'autre. Parce que généralement, on a tendance à penser que faire un travail sur soi, c'est juste voilà, travailler soi-même, faire des exercices, etc. Souvent, je le dis en toute conscience, c'est pas suffisant. Parce qu'il est très difficile de pouvoir se connaître soi-même tout seul. Il y a des choses que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas, qu'on ne conscientise pas, qui sont assez difficiles à conscientiser seul. Donc, le travail en compagnie d'une autre personne, je parle d'un professionnel, bien sûr, pas n'importe qui, et bien sûr, très instructif, on va dire. Et puis, ça va nous permettre de faire une introspection assez intéressante et importante pour pouvoir mieux se connaître, oui, et peut-être pas, pourquoi pas pousser plus loin que ce que je vais présenter aujourd'hui, bien sûr. Et merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est Mlim Ayami, parce que c'est affiché le nom du cabinet. أهلا لاله مريم. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir parmi nous, bien évidemment. Super. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, j'ai deux questions. La première, comment développer l'autonomie psychique quand on a toujours eu l'habitude de chercher la validation des autres? Bon, ça, c'est une première question. غادي نتسناو la deuxième. La deuxième, voilà, c'est ça. Oui, donc Elle ne l'a pas quand on encore a, partagée. Donc, si vous voulez bien répondre à la première, oui, bien sûr. Fatima Alors, Zahra. il faut savoir qu'il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre directement parce que j'ai pas tous les éléments. C'est comme quelqu'un qui vient me dire, moi je stresse tout le temps, comment je vais faire? Alors déjà, il faut savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'inscrit dans l'histoire de cette personne pour qu'elle cherche toujours la validation chez les autres.
C'est à ce moment-là que déjà, il faut travailler sur ce qui a amené cette personne à toujours chercher la validation chez l'autre. Et par la suite, on va passer justement à travailler sur le développement de l'autonomie psychique, en second lieu. Mhm. Donc, ça vient vraiment compléter la question qu'a posée la dame juste avant. Je suis désolée, je ne me rappelle pas très bien du nom. Euh, et on a dit justement que faire un travail d'introspection en compagnie d'un professionnel est toujours très intéressant si on a vraiment du mal à appliquer certains exercices euh, qui travaillent des choses, on va dire, en surface. Voilà. Parce que ce que Mhm. j'ai donné moi aujourd'hui, ça veut vraiment travailler les émotions en surface. J'ai bien dit que par rapport à certaines émotions qui vont durer sur plusieurs jours ou que je n'arrive vraiment pas à contrôler mes émotions, peut-être qu'on est sur d'autres registres et il vaut mieux consulter quelqu'un pour essayer de comprendre ce qui se passe en moi, voilà, qu'est-ce qui m'amène à avoir justement ces comportements-là. Voilà, donc je ne pourrais pas avoir une réponse vraiment directe. C'est clair, c'est clair. Elle n'a pas posé la deuxième question. Donc, on va passer à une autre personne. Si Kamal Mourchid. Allô? Oui, c'est Kamal. Marhaba. Ouais, bah, écoute, Aïcha. Moi, je voudrais avoir l'avis de Madame Fatem Zahra sur une citation que j'avais lue quelque part et en même temps poser une petite question. La première, j'avais lu que lorsqu'on est aligné, euh, lorsqu'on est au centre de notre vérité, on n'a plus besoin d'émotions. Voilà. Ça, je sais pas où j'ai lu ça. Donc, ma deuxième question pour que vous puissiez répondre aux deux, Oui. c'est le lien entre le préfrontal et le système limbique. Mhm. Euh, j- en- J'avais déjà entendu que vous avez parlé de culpabilité. Moi, j'ai toujours cru que la culpabilité n'est pas une émotion. D'accord. C'est une contradiction d'idées dans ce sens-là. Mhm. Et donc, est-ce que vous pouvez... Donc, c'est quoi la culpabilité? Est-ce que c'est une émotion? C'est quoi exactement? Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous, Monsieur Kamal. Euh, donc, il y a deux questions. La première question, par rapport à ce que vous avez lu, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez lu, dans quel contexte c'est écrit, mais voilà, si je me rappelle bien, si on est aligné, si on retrouve cet alignement, on n'a plus besoin d'émotions. Euh, Personnellement, je me pose la question, ce que serait l'être humain sans émotion? Est-ce que c'est un être humain déjà? Est-ce qu'on est en train de parler de l'humain? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de parler de plusieurs intelligences. Il y a longtemps, on pensait justement qu'il y avait une seule intelligence, l'intelligence intellectuelle. D'ailleurs, beaucoup d'études se sont basées dessus. Mais aujourd'hui, nous savons très bien que l'intelligence émotionnelle euh, est la clé de réussite dans beaucoup d'autres intelligences, on va dire. C'est un vecteur important dans la réussite, dans beaucoup de choses. Euh, donc, si nous supprimons l'émotionnel, c'est qu'on n'est plus à l'écoute de soi-même, c'est qu'on n'est plus aligné. Donc, pour moi, il ne peut pas y avoir alignement s'il n'y a pas d'émotion, si on n'écoute pas nos émotions. Les émotions, ce sont je vais dire, l'expression même de l'humanité, ce sont les couleurs de l'être humain. Donc, comment est-ce qu'on pourrait voir un arc-en-ciel sans couleur? Voilà, pour répondre à la première question. Sinon, la deuxième question concerne, je pense que quand j'ai parlé de l'amygdale et du cortex préfrontal, mais je me rappelle pas, je suis désolée, je me rappelle pas de la question. Donc, c'était, si vous pouvez juste me rappeler la question. Euh, C'est Kamal? Ah oui, c'était concernant la culpabilité. Voilà. Est-ce que c'est une Oui, émotion? l'émotion de la culpabilité. J'ai parlé Il a des proposé une émotions. autre définition. Oui. Oui. Alors, justement, il y a des émotions qui sont primaires, j'en ai parlé, les 6 émotions que nous connaissons tous, mais justement, la culpabilité fait partie des émotions les plus difficiles à distinguer. Déjà, l'émotion la plus facile à distinguer, c'est la colère, hein. Et derrière la colère, souvent, se cachent beaucoup d'autres émotions.
Donc la colère, ça vient comme, on va dire, un premier mur, peut-être qui va même cacher certaines choses dont on ne va pas faire attention. Et oui, la culpabilité, c'est une émotion, justement, comme la honte, comme d'autres émotions que nous pouvons ressentir. Mais elle est très difficile à détecter, justement, pour pas mal de personnes. Mm. Et puis, je voudrais aussi ajouter que une émotion, c'est très rare qu'elle vienne toute seule. Généralement, nous avons deux émotions, trois émotions. Voilà, on a un petit panel d'émotions qui viennent ensemble et chaque émotion va porter un message. Et la culpabilité aussi, ça porte un message. Voilà. Tout à fait. Merci pour les réponses, Fatem Zahra. Alors, il est déjà 17h30. Nous arrivons donc à la fin du webinaire. On ne peut pas vous retenir plus longtemps. كل واحد تابعوا الفطور. Bien sûr. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Un merci très spécial à vous, Madame Fatima Zahra, pour Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à votre tout le monde pour les approche, questions, pour l'interaction. pour vos éclairages. C'était hyper intéressant. Alors, je vous rappelle que le prochain webinaire aura lieu demain, Inch'Allah, à la même heure, avec un nouveau thème passionnant, s'auto-observer pour harmoniser ses intelligences, corps, cœur et tête. Donc, nous serions ravis de vous y retrouver, Inch'Allah. Passez une excellente soirée et à demain, Inch'Allah. Fatem Zahra, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à toi, Aïcha. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.